Il se trouve qu'il y a une trentaine d'années, dans les années 81-82, j'ai eu un très fort choc théâtral en voyant La Cerisay mis en scène par Peter Brook au Bouffe du Nord. Et c'est resté un moment très fort pour moi, et ça a été un moment comme ça pivot. Et donc, ça m'a hanté, Tchekhov. Et je suis parti à sa découverte. Et puis, peu à peu, et sur la proposition d'ailleurs de Corinne, qui m'a un jour dit comme ça, comme elle l'avait fait un peu avec La Promesse de l'Aube il y a quelques années, en me disant « Et si on montait La Promesse de l'Aube ?» Voilà, là, il y a eu une sorte d'évidence qui nous est apparue. Au départ, on s'est dit, on va voir si c'est possible. Est-ce qu'on va trouver le matériau? On s'est lancé dans un très long périple qui a duré un peu plus d'1 an pour réunir tout un tas de matériaux et voir tout ce qu'il y avait. Et, voilà, et surtout, il y avait trop. Voilà, il y avait beaucoup trop. Et il y avait une chose qui était formidable, qui était que on pouvait voir à la fois dans la correspondance et dans les œuvres une sorte de miroir, et on voyait naître au fil même de ces lettres une sorte de pont entre la vie et l'œuvre qui était absolument formidable, et que ça nous permettait une chose qui est assez délicieuse en général pour le public, pour nous aussi, mais encore plus je crois pour le public, qui est comme de rentrer dans le cabinet de l'écrivain et de voir l'œuvre en train de se construire et se tisser au cœur même de sa vie. Comme dans La Promesse de l'Aube, il y a à la fois un dépaysement qui est merveilleux. C'est un vrai voyage. C'est un voyage à travers la Russie, à travers le temps. Tchekhov n'a pas arrêté de se déplacer toute sa vie. Donc c'est un vrai voyage auquel on convie les spectateurs, depuis sa jeunesse et jusqu'à sa mort. Et en même temps, à travers ce voyage qui est une aventure, sa vie c'est une aventure foisonnante en fait, en même temps il soulève des questions qui ne sont pas idiotes et qui nous permettent de réfléchir un petit peu aussi. Donc il y a une espèce d'aspect à la fois divertissant, parce que c'est très drôle, il a un humour absolument démentiel, et en même temps, c'est très profond, quoi. C'est ce qu'il était, un homme extrêmement profond, donc c'est à ça qu'on essaye de toucher. Le projet, c'est d'essayer de faire en sorte que Anton raconte Tchekhov. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que on connaît en général assez bien Tchekhov, plus ou moins, mais enfin, il est quand même assez connu, ne serait-ce que par son œuvre. On a la chance qu'il ait une correspondance absolument monumentale, près de 4500 lettres qui sont traduites en français. On a la chance aussi qu'il ait eu des interlocuteurs assez formidables qui ont à la fois gardé ses lettres, que lui ait gardé des lettres aussi. Et donc on a comme un roman qui se construit, où on voit Anton raconter lui-même sa propre vie, depuis son enfance jusqu'à pratiquement la fin de sa vie en 1904. Tchekhov est un homme qui a une vie d'une richesse absolument infinie. Donc ça a été effectivement très difficile de faire des choix. Il était petit-fils de serf et très clairement, dans sa vie et dans son œuvre, se dégage quand même un axe qui est la douleur de son enfance, qui est quand même très difficile, et comment est-ce qu'il transcende en fait ces difficultés, comment c'est une sorte d'hymne à la vie, à la liberté, puisque la liberté évidemment est au cœur de la vie d'un enfant qui est un enfant d'esclave en fait, hein. Les serfs c'était des esclaves. Donc sa famille, son grand-père a réussi à se libérer de cet esclavage, à racheter sa liberté au Seigneur. Et le chemin de Tchekhov est un chemin qui essaye justement de sortir de cet état d'esclavage, et ça devient évidemment symbolique, c'est-à-dire que c'est un peu l'état de l'être humain. Comment est-ce qu'on réussit à devenir un homme libre, en fait, voilà. Il dit qu'il essaye d'exprimer goutte à goutte l'esclave qui est en lui, voilà, et qui se réveille un beau matin en sentant que dans ses veines, c'est plus un sang d'esclave qui coule, mais le sang d'un homme véritable. Et évidemment, il y a des répercussions à la fois existentielles pour l'être humain, quelle que soit l'époque dans laquelle il vit, et puis il y a aussi des répercussions propres à cette époque-là. On est donc, Tchekhov, c'est entre 1860 et 1904, donc c'est le tournant du siècle, c'est juste avant la révolution russe. Il y a déjà les premiers mouvements, il vient d'y avoir l'abolition du servage, etc. Et donc c'est aussi
une époque formidable, voilà, qui se cherche encore entre deux mondes et qui va disons, prendre son essor au XXe siècle. Il y a aussi un axe qui est tout simplement l'axe de l'amour. Parce qu'en fait, il y a un amour dans l'œuvre de Tchekhov pour les êtres humains qui est absolument colossal, qui fait que tous les acteurs et les metteurs en scène ont une envie folle de jouer du Tchekhov, parce qu'on sent cette tendresse qu'il a pour ces personnages, une tendresse qui n'est jamais complaisante, parce qu'il y a en même temps une cruauté terrible, l'un avec l'autre. Et en fait, cet amour de l'être humain, Grossman en parle très très bien quand il parle de Tchekhov. Il dit que c'est le premier démocrate russe, le seul finalement qui aurait aimé une vraie démocratie russe. Il en avait le programme puisqu'il a réussi à faire entrer dans son œuvre la Russie tout entière, toutes les classes sociales, tous les âges, tous les genres d'êtres humains, voilà, avec une espèce d'attention. Et il dit qu'il essayait d'être un témoin impartial, c'est-à-dire qu'il regardait le monde dans lequel il vivait et les êtres humains qui étaient autour de lui avec une espèce d'acuité comme ça et de tendresse. Et c'est une chose qu'on retrouve voilà, tout au long et de sa vie. C'est aussi quelqu'un qui non seulement a écrit une œuvre colossale, mais en plus a fait tout un tas de choses. Il construisait des écoles, il remplissait les bibliothèques, il était médecin. C'est une donnée très importante dans sa vie. Donc il soignait aussi depuis le début des paysans gratuitement. Ses copains qui n'avaient pas un rond, évidemment, il les soignait gratuitement. Et tout ça avec une espèce de, voilà, cette tendresse et un humour, une dérision de lui-même et de toutes les situations que la vie propose. Voilà. Il y avait un regard comme ça très très particulier. Et sans doute voilà. Aussi, ça c'est aussi une partie de la réponse. Grossman dit que cette démocratie qu'aurait pu représenter Tchekhov, elle avait comme signe particulier de mettre l'homme, l'humain, au centre de tout. Et d'une certaine façon, une des choses qui est très frappante et qui est vraiment un mystère, Tchekhov pensait que 10 ans après sa mort, plus personne ne saurait qui il était, personne ne se souviendrait de son œuvre. Ça fait maintenant quelques années, puisqu'il est mort en 1904, et on s'est aperçu par hasard que c'était l'auteur le plus joué au monde. Il est, paraît-il, même passé devant Shakespeare. Et donc, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, ouais. Voilà. Et donc, c'est assez incroyable. Et il y a un vrai mystère de l'écriture de Tchekhov qui fait que souvent, en tout cas, quand on voit une belle pièce de Tchekhov bien montée, on ne sait pas pourquoi on est autant touché par ces gens, pourquoi cette situation qui a l'air si simple, d'un seul coup, sont bouleversantes ou drôles. Voilà. Et d'une certaine façon, le spectacle essaye, je crois, de nous guider à travers ce mystère pour voir un peu, non pas, je pense pas pour l'expliquer, parce qu'on ne peut pas vraiment l'expliquer, mais on peut tenter, disons, de le comprendre, d'en avoir le goût et d'en avoir la sensation par ce que Tchekhov en raconte lui-même. Et évidemment, personne n'est mieux placé pour parler de lui que lui. Bon, on fait tout ensemble. Mais on est plus qu'à 4 mains, on est à au moins une douzaine ou une quatorzaine de mains, je ne sais pas comment on dit. Yes. Mais Arnaud Vera qui est là et qui fait les lumières des spectacles depuis, je sais pas, 25 ans. Philippe Marioche qui fait la scénographie des spectacles depuis aussi le même temps. Enfin, j'ai toute une série de collaborateurs, Mehdi Aoudi qui fait le son. Tous ces gens travaillent avec moi depuis le départ et dès que le projet est lancé, avant même qu'il soit écrit, avant même... je commence à parler avec eux, on commence à échanger des images, des textes, des versions primitives comme ça pour que chacun commence à rêver. Mais sinon, l'ensemble, disons, de la partie écriture et de la partie mise en scène, voilà, oui, se fait entre nous deux, tout le temps, constamment, et sans répartition particulière, mais justement ensemble, et je dirais avec une caractéristique qui est, on peut tester tout de suite les choses. Donc, dès qu'on commence, comme là, par exemple, pendant des mois, on a lu des choses, mais au lieu de les lire, je sais pas, chacun dans son coin, ce qui ne nous empêchait pas, à certains moments, ça arrive aussi qu'on lise des choses, bon, mais dès que quelque chose nous paraît intéressant, ça nous permet immédiatement de dire, tiens, bah, vas-y, essayons, qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça se dit, ça se dit pas quand on a un laboratoire à nous deux, quoi, en fait. Voilà, par exemple,
ça fait à la fois 1 an et demi que, oui, je crois à peu près qu'on a commencé. Oui. Et en même temps, là, la finalisation du texte, elle va se faire là dans les jours qui vont venir, donc très très proche de la première. Et même, il n'est pas du tout impossible. Voir le 17 septembre. Oui, et voire même d'ailleurs, ça va peut-être même encore évoluer parce qu'il y a des choses, par exemple le tout début du spectacle, que je ne peux pas vous raconter, mais on ne peut vraiment l'évaluer et le tester qu'avec le public, parce que ça commence avec le public. Donc peut-être qu'il y aura des choses qui vont changer un tout petit peu, voilà, c'est évidemment des détails, mais c'est vraiment, oui, un processus d'expérience qui permet de tester les choses, de les essayer, et souvent, ça fait aussi partie du travail pour moi, d'essayer sous des angles différents, pour voir ce que ça nous raconte, et puis petit à petit, comme ça, se tissent des choses. Je pense que pour moi, déjà, le théâtre, le plateau d'un théâtre, et ce rapport particulier entre le public et l'acteur est le lieu même de l'interrogation de ce que c'est que cette machine-là incroyable, qui est la même que celle des gens qui sont en face de moi. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens viennent au théâtre, c'est pour se voir eux-mêmes, pour voir comment un être humain fonctionne. On a la chance de pouvoir, comme avec un kaléidoscope, pouvoir regarder un être humain dans la lumière et donc se voir soi-même. Donc ça, c'est un premier fil qui est constitutif. C'est vrai aussi que j'ai un goût particulier, d'une certaine façon, pour raconter des existences. C'est aussi parce que je trouve que dans ces existences de gens qui ont vraiment vécu, dont on a des traces, ça donne... Tchekhov dit souvent comme il est dur de vivre en ce monde, et je trouve qu'il nous aide à vivre, ces gens. Ces gens, moi, en tout cas, ils m'aident, moi, à vivre. Ils m'aident à me donner du courage, à garder du sens. Et j'ai la faiblesse de penser, et le temps a l'air de le prouver, que le public partage ce goût. Et une des choses quand même qui revient au fil des spectacles et des années, c'est que les gens disent que ça fait du bien, que c'est des spectacles qui font du bien. Et c'est curieux parce que c'est souvent des spectacles qui font à la fois rire mais aussi pleurer. Donc il y a un vrai mystère de l'existence, oui, je crois que j'ai plaisir à raconter et à partager au fil des spectacles.